l'avenir pour le Japon après cette triple catastrophe? Eh bien, les Japonais ne se posent pas encore la question. Ils vivent pour le moment au jour le jour. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être à la recherche de proches disparus. Reportage. Dans ces villes fantômes, on les croise au détour d'une rue. Les rares survivants qui errent à la recherche de leurs proches. Ils sont seuls. Autour d'eux, aucun signe de vie. Je recherche mes anciens collègues. Je pensais qu'ils n'avaient pas eu le temps d'aller se réfugier dans l'école. Mais je ne les trouve pas. Je ne sais pas où ils sont. C'est incroyable. Celui-ci a écrit le nom de sa femme sur son vélo. Elle a disparu depuis vendredi et il montre des photos d'elle à tous ceux qui passent, pour l'instant sans résultat. Monsieur Kuno, lui, est à la recherche de ses employés. Sur 50, 22 sont toujours portés disparus. Il parcourt la ville et enfin une bonne nouvelle. En voici un qui a survécu. Ces femmes aussi ont longtemps cru qu'elles ne se reverraient pas. Oh, comme je suis contente. J'étais si inquiète. Il y a tant de morts. Celui-ci est un miraculé. Il est sorti des décombres après 4 jours de cauchemar. Et il est vivant. Mais pour quelques petits miracles, pour quelques histoires qui se finissent bien, combien de familles décimées? Combien de morts? Dans les 6 préfectures touchées, on serait sans nouvelles de 40 000 personnes et une centaine de localités sont encore inaccessibles par les secours. Dans ces villes qui n'existent plus, les sauveteurs retrouvent les corps par milliers et il faut improviser des morgues un peu partout. Masako Saeki, vous avez de la famille sur place. Est-ce qu'elle a le sentiment que le pire est devant elle ou qu'il est passé Ça, c'est difficile à dire. On pense beaucoup au péril nucléaire maintenant. Et c'est difficile parce que c'est invisible. Mais peut-être parce que c'est invisible qu'on met quelque part et on fait comme si on oublie un peu en s'occupant de ce qui se passe. Mais ça, c'est dans la tête des Japonais en ce moment. Et ce qui est terrible psychologiquement, c'est que nous avons été victimes de bombes atomiques et que c'est ce qui s'est passé à Hiroshima. C'est vrai que la génération ne connaît pas, mais jusqu'à certaines générations, nous avons vécu et c'est ce qui frappe. On est frappé deuxième fois, c'est quelque chose de terrible pour nous. Oui, Jean-Marie Buissou, le souvenir d'Hiroshima et Nagasaki est très fortement dans la tête aujourd'hui, j'imagine, des Japonais. Je sais pas, parce que c'est quand même pas le même type de péril. Dans un cas, c'était un acte de guerre, ici c'est un accident. Et puis la mémoire d'Hiroshima, vous savez, au Japon, c'est pas une chose simple. Parce que bien sûr, Hiroshima, c'est une chose horrible, mais d'un autre côté, Hiroshima, pour le Japon, c'est aussi l'événement qui a mis fin à un demi-siècle où le Japon a été presque constamment en guerre, a mis fin à une guerre dont les Japonais ne pouvaient plus. Donc d'un côté, Hiroshima, ça a été quand même un événement positif. Hiroshima, ça a été l'acte de naissance d'un nouveau Japon, d'un Japon démocratique, d'un Japon pacifique, d'un Japon qui est devenu la deuxième puissance économique du monde. Donc la mémoire d'Hiroshima, elle n'est pas tout uniment négative. Et l'énergie atomique, il ne faut pas croire que pour les Japonais, c'était quelque chose qui était devenu anathème. Probablement le personnage de manga que les gens de la génération de Madame connaissent le mieux, c'est Astro Boy, qui est un immense succès du manga qui a été lu par tous les petits japonais de la génération d'après-guerre. Astro Boy, c'est un robot qui combat tous les méchants à travers le monde. Et Astro Boy, il a un cœur atomique. C'est l'énergie atomique qui fait bouger Astro Boy. Il s'appelle d'ailleurs Tetsuan Atomu en japonais.
Philippe Pelletier, j'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir du Japon. Le Japon qui sort de 2 décennies de crise économique. Est-ce qu'on a déjà un peu une idée du coût de la reconstruction et est-ce que le Japon a les moyens aujourd'hui de cette reconstruction, hein? Alors, les Américains sont très forts pour chiffrer. Le Japon a les moyens. Il peut déjà rapatrier ses bons du Trésor américains qui financent le déficit budgétaire des États-Unis. Mais je voudrais insister sur cette question extrêmement importante à mon avis. Il faut dissocier la question de Hiroshima de ce qui se passe actuellement dans les centrales nucléaires. C'est 2 choses quasi radicalement différentes. On l'a dit, Hiroshima, c'est la guerre puis la paix. C'est aussi l'Amérique qui a lâché les bombes. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a un contexte politique, géopolitique qui peut éventuellement ressurgir. Et on voit bien les difficultés qu'a le gouvernement actuel par rapport à la question d'Okinawa. Parce que quand on lit la prise japonaise, en tête, il y a le tsunami, le séisme et le nucléaire, et après, il y a encore la question d'Okinawa. Puisque même qu'un homme politique a accusé les gens d'Okinawa de faire du chantage. Donc c'est extrêmement important. En revanche, le nucléaire, effectivement, on va dire civil, les Japonais, et notamment le mouvement antinucléaire japonais que j'ai pu côtoyer, par exemple à Hiroshima même, ne fait pas référence à Hiroshima pour semer la peur. Au contraire, ils ont toujours posé la question du risque sismique, la question de la fiabilité des structures et la question de l'opacité de l'information de la part des décideurs et en partie de la part des grandes compagnies de sociétés d'électricité privées. Jean-Marie Bouissot, est-ce que cette catastrophe va marquer un coup d'arrêt du nucléaire? Ça, c'est une immense question. Ce qui est sûr, c'est que le Japon va être obligé de fermer, quoi qu'il arrive, même si le pire n'a pas lieu. Le Japon va être obligé de fermer une partie de son parc nucléaire. Il va perdre 6 réacteurs d'un coup à Fukushima. Le nucléaire fournit 30% de l'électricité japonaise. Mais est-ce que le Japon a les moyens de se tourner vers d'autres technologies? Le gros problème du Japon, c'est qu'il est une économie qui est quasiment plate, en croissance plate depuis 20 ans, qui frémissait un petit peu depuis 2 ans. Bon, mais, si le Japon est obligé d'aller acheter, si la facture pétrolière du Japon augmente considérablement, ça va être un gros problème économique pour le Japon, d'autant qu'en même temps, un des paradoxes de ce qui se passe en ce moment au plan économique, c'est que le yen monte. Le yen monte parce que les Japonais vendent leur avoir à l'étranger pour rapatrier de l'argent, précisément. Donc ça fait monter le yen. Et si le Japon doit acheter beaucoup plus de pétrole, ce qui va faire monter le prix international du pétrole, inévitablement. Avec un yen qui en plus pénalise ses exportations, là, le Japon va au-devant de sérieux problèmes économiques. Mais dresser le tableau de l'économie japonaise impactée par un événement de cette taille, c'est très difficile. On a l'exemple de Kobe. On a un impact immédiat sur l'économie qui est, on le voit en ce moment, une économie à flux tendu, où les entreprises n'ont pas de stock, donc il faut un réseau de transport qui ne s'arrête jamais. Le réseau de transport s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Les usines automobiles japonaises sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de pièces. Donc dans un premier temps, il y a un impact immédiat sur l'économie qui est négatif. La bourse en prend acte, et comme toujours, la bourse s'affole. C'est un grand classique, la bourse panique. Bon, cela dit, dans le cas de Kobe, après une période d'impact négatif, au contraire, la reconstruction, les grosses dépenses de reconstruction avaient relancé l'économie japonaise, avaient été bénéfiques. Donc, on ne peut pas comparer les choses parce que là, réellement, les dégâts sont plus importants sur une surface beaucoup plus grande. Mais l'exemple de Kobe n'est pas décourageant. Par contre, si le nucléaire entre en jeu, et si donc le Japon connaît des gros problèmes énergétiques, ça, c'est tout à fait autre chose et c'est l'économie mondiale qui est impactée. Masako Saeki, au vu de la menace aujourd'hui, de cette menace nucléaire, vous en tant que citoyenne japonaise, est-ce que vous êtes pour arrêter le nucléaire? Je pense que, comme beaucoup de gens, les centrales nucléaires sont quelque chose de quand même très dangereux et qu'on doit sortir petit à petit de la nucléaire. Ça, je pense, mais c'est mon opinion personnelle.
Et beaucoup de gens, c'est vrai que la bombe atomique est autre chose, mais les Japonais ont une sorte de peur latente de ce qui se passe, et c'est vrai qu'on aimerait qu'on arrête, mais petit à petit. Philippe Pelletier, est-ce que l'opinion publique japonaise partage en majorité l'avis de Masako Saeki, sortir du nucléaire? Si elle ne l'est pas encore, elle va l'être. Cependant, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment au niveau des décideurs. Or, que constate-t-on? D'un côté, nous avons un Premier ministre, Kan Naoto, qui dit que le Japon fait face à sa plus grande crise depuis 1945, ce qui n'est pas complètement faux. De l'autre, nous avons le gouverneur de Tokyo, Ishihara Shintaro, néo-nationaliste, qui joue un rôle politique extrêmement important, qui a déclaré que finalement ce tsunami, c'était une punition du ciel et qu'il allait permettre de nettoyer l'égoïsme des Japonais, la crasse, il a même dit le mot crasse, des Japonais, pour qu'ils se débarrassent des choses matérielles et de l'appétit du lucre. Donc on voit bien que là, on a deux discours un petit peu différents. Un discours qui va chercher une forme de punition et d'enfoncer finalement peut-être le peuple jusqu'au bout vers des chemins dont on ne voit pas trop l'issue, ou bien d'un autre côté, effectivement, et là je pense raisonnablement que c'est possible, parce que le peuple japonais est un peuple extraordinaire. Après avoir été militariste, il a été pacifiste, il a montré au monde entier qu'il pouvait se sortir des guerres, se passer d'une armée de métier, se passer de la bombe atomique, ne pas se passer des Américains, certes, mais justement, le chemin est ouvert devant eux, c'est à eux, et notamment à la jeunesse, je le répète, de prendre le taureau par les cornes. Jean-François Riffaut, je voudrais qu'on parle un peu de la reconstruction. Combien de temps va prendre cette reconstruction? Est-ce qu'on en a un peu une idée? Ça va se faire sur des mois, des années? Non, ça va se faire sur des années, mais c'est la même question que celle qui consiste à évaluer l'impact économique et les montants. On a quelques éléments de repère. Je crois que le tremblement de terre à Kobe en 1995 a coûté plus de 2 milliards de dollars. C'est le chiffre que nous avons à la Croix-Rouge française et au mouvement international Croix-Rouge. Je sais que la Croix-Rouge japonaise a été active pendant plus de 5 ans suite à la catastrophe de Kobe. Et donc reconstruire, c'est quoi? C'est bien sûr reconstruire les infrastructures, reconstruire les habitations, reconstruire les voies de communication, mais c'est aussi reconstruire les vies, les personnes. Et ça prend un temps fou et qui est rarement comptabilisé. Donc c'est certain, si vous voulez qu'on fasse un exemple plus direct, que ça ira probablement plus vite que Haïti, pour être très clair. Parce qu'il y a un sujet aussi là-dessus, c'est que c'est un pays qui est organisé et qui, même s'il est fortement préparé, peut être dramatiquement impacté, mais qui saura réagir par rapport à cela. S'il est certain que dans un an, le constat que nous ferons de la situation au Japon sera incomparablement meilleur que le constat que nous faisons aujourd'hui, un an après Haïti. Pourquoi? Parce que le pays, lorsqu'il a été touché par cette catastrophe, était dans un état de vie normal, alors qu'Haïti était déjà dans un état de sous-développement terrible et que les personnes étaient déjà très pauvres. Mais c'est certain, nous sommes engagés pour des années sur un rythme et sur des modalités différentes que ce que l'on peut connaître ailleurs dans des pays qui sont déjà pauvres, déjà très fragiles et qui sont en plus touchés par des catastrophes naturelles. Jean-Marie Bouisseau, vous êtes plutôt optimiste. Le Japon va se relever. Ça fait partie aussi de la japonaise. S'il n'y avait pas l'énorme hypothèque nucléaire, je serais raisonnablement optimiste. Les chiffrages qu'on a fait pour les dégâts, actuellement, ça tourne autour de 160 milliards de dollars. Bon, ce sont que des chiffrages. Mais il faut savoir que le Japon a une épargne domestique, un stock d'épargne domestique qui est de 12 000 milliards de dollars. Le Japon a les moyens de sa reconstruction, il n'y a aucun doute. Et donc, je serais raisonnablement optimiste, mais vraiment le péril nucléaire échappe à tout contrôle, alors là, personne ne peut réellement faire les scénarios. Philippe Pelletier, vous êtes plutôt optimiste? Le Japon peut rebondir, effectivement, tout va dépendre de la problématique nucléaire. Et non seulement ça, il doit rebondir. Il a des atouts formidables, il a des terres en friche, il a des forêts qui ne sont plus exploitées, il importe plein de choses, mais dont qu'il pourrait produire lui-même. Et là, il y a aussi un mouvement dans les campagnes de retour, d'une certaine façon, à des formes de communautés rurales,
de retour à la terre, mais dans le bon sens du terme, donc de se réapproprier un patrimoine naturel dans une logique, je dirais, non plus stupidement productiviste, exporté à tout prix, mais retrouver un certain nombre de choses fondamentales parce que la vie, elle est là. Sinon, c'est la mort. C'est la mort qui est déjà pratiquement programmée, qui a été programmée par des dirigeants quasiment irresponsables. Parce que quand on réfléchit 2 secondes, construire des centrales nucléaires, en plus complètement vieillissantes, sur un pays sismique et en plus dans des régions hyper sismiques, c'est complètement dingue. Cela dit, attention à l'exotisme. Comme dirait l'une de mes étudiantes, le petit japonisme ne connaît pas la crise. Il faut faire attention aux raccourcis, à l'orientalisme, aux grandes formules sur l'apocalypse ou les miracles. Ce qu'on peut dire, c'est que cela sera possible par la volonté des Japonais eux-mêmes. C'est possible. Masako Saeki, dans quel état d'esprit sont justement les Japonais, les gens de votre famille? Je crois que de toute façon, nous devons continuer à vivre et que de toute façon, moi j'avais l'impression que mon pays commençait à évoluer. Nous avons changé de gouvernement récemment et ça a fait une rupture. Il y a beaucoup de critiques, mais quand même, les Japonais ont conscience que on doit évoluer, mais on cherchait comment notre pays devait être. C'était déjà beaucoup discuté avant ces catastrophes. Et maintenant, c'est vrai, on a en urgence, mais en même temps, on va discuter et quel genre de pays que nous voulons vivre. Ça, c'est questionnement de tous les Japonais. Ce sera peut-être l'occasion de remettre les choses à plat, c'est ce que disait Philippe Pelletier. Merci infiniment Masako Saeki d'être venu sur le plateau. Merci à Jean-Marie Bouissou d'être venu. Merci à vous Jean-François Riffaut. Et mille merci à Philippe Pelletier qui était avec nous en direct de Saint-Étienne. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, 24 heures en France, toute l'actualité française en images.